La ruée pour l'obtention du gâteau jaune au Niger est lancée. Classée 6e réserve mondiale d'uranium avec un sous-sol dont la capacité représente 6,7% de la réserve de notre planète, le Niger est au cœur de toutes les convoitises. Depuis 1970, des sociétés font le rang pour obtenir des concessions d'exploitation de l'uranium nigérien surtout ces dernières années. Ainsi le groupe français EREVA, devenu Orano, représenté par ses filiales Cominac et Imouraren, qui avait le monopole de l'exploitation jusqu'en 2007 a vu son influence diminuer à la suite d'accusations à son égard lui reprochant de financer les rebelles Touaregs en contrepartie d'une exploitation paisible de leur activité. Mécontent, le gouvernement nigérien a accordé des concessions à la China National Nuclear Corporation et au groupe Global Atomic du Canada. Voici la cartographie de l'exploitation de l'uranium au Niger. L'uranium, qui est le principal produit d'exportation, représentant plus de 50% des exports du pays, est une ressource stratégique dans le monde. Mais à quoi ressemble l'uranium? Il ressemble à ça, lorsqu'il n'est pas encore extrait, et à ça après extraction industrielle. Aussi, d'un point de vue chimique, il existe 3 types d'uranium. L'uranium 234, l'uranium 238 et l'uranium 235 qui est le plus utilisé. Pourquoi y a-t-il tant d'intérêt autour de l'uranium et surtout autour de l'uranium nigérien? D'abord, l'uranium permet de produire de l'énergie. Avec 7 grammes seulement d'uranium, on peut produire autant d'énergie qu'avec 2,5 tonnes de charbon. Et avec 2 tonnes d'uranium, on peut alimenter en électricité une ville de 300 000 habitants pendant un an. De plus, il ne produit pas de gaz à effet de serre. L'uranium est aussi important pour la conquête de l'espace. Comme vous le savez, la nouvelle convoitise de la conquête spatiale est la planète rouge. Qui dit nouvel objectif, dit nouveaux moyens. C'est comme ça que la NASA a abordé dernièrement son nouveau projet, l'énergie nucléaire pour amener l'homme sur Mars. Plus légère, plus efficace mais surtout plus puissante, cette énergie serait la seule à permettre d'envisager un vol habité vers Mars. L'uranium joue aussi un rôle stratégique de dissuasion de l'ennemi quand il est employé pour fabriquer des armes nucléaires. Avec la puissance qu'il peut dégager lorsqu'il est enrichi, vaut mieux éviter de s'attirer ses foudres. C'est pourquoi à ce jour certains pays mettent tout en œuvre pour en fabriquer de façon officielle ou officieuse pour affirmer leur souveraineté. À ce jour, voici en image à quoi ressemble la répartition des têtes nucléaires. Si les industries courent vers le Niger, c'est pour non seulement alimenter leurs centrales nucléaires, mais aussi s'assurer d'avoir des stocks suffisants leur permettant de réaffirmer leur souveraineté. Si le Niger attire autant les entreprises étrangères, c'est surtout à cause des contrats de concession qui leur sont très avantageux, parfois au détriment du Niger. En 2014, le Niger annonce avoir renégocié avec succès les contrats d'exploitation de l'uranium avec l'entreprise publique française Orano. Les nouvelles données publiées par Orano remettent aujourd'hui en doute les bénéfices du Niger dans ce nouveau partenariat pourtant annoncé comme gagnant-gagnant. En 2015, le Niger n'a reçu que 7% des paiements d'Orano, un traitement bien moins favorable que celui réservé par Orano au Kazakhstan où la redevance est fixée à 74%. Par ailleurs, loin d'augmenter les recettes du Niger, la contribution financière d'Orano a baissé depuis la signature de l'accord de partenariat stratégique. En 2015, la baisse de la redevance est en partie due à la diminution du prix d'enlèvement de l'uranium, c'est-à-dire le prix auquel Orano achète l'uranium à la mine, passant de plus de 110 € par kilo d'uranium à moins de 79 €. En moyenne, une tonne d'uranium vendue par la branche d'Orano Niger à sa maison mère serait ainsi valorisée à moins de 79 €, alors que le même uranium, provenant des mêmes mines, serait en moyenne exporté à plus de 90 € par les autres acteurs au Niger. Cette vente à un prix sous-évalué diminuerait les bénéfices de la branche nigérienne d'Areva, ce qui permettrait à l'entreprise française d'échapper à l'impôt sur les bénéfices nigériens. Correctement valorisées, les exportations d'uranium d'Areva auraient pu rapporter jusqu'à 30 millions € d'impôts au Niger en 2015. À quoi ressemble concrètement l'industrie de l'uranium? L'industrie de l'uranium s'articule autour de 3 points. D'abord les réserves souterraines d'uranium dans divers pays, ensuite les activités d'extraction, et enfin la consommation d'uranium à des fins diverses. Au sujet des réserves, les quantités en uranium des sous-sols par pays positionnent le Niger en 6e place avec 6,7% des ressources mondiales et l'Australie avec 29% des réserves du monde en première position comme nous pouvons le voir dans ce tableau. Les réserves que nous voyons vont faire l'objet d'extraction par des groupes industriels dans le cadre de contrats de concession et en termes d'extraction le Niger est le premier pays africain et le 7e mondial après la Russie avec 4,1% de l'extraction de Yellow Cake. Le Kazakhstan, le leader de l'extraction,
produit 43% de la quantité mondiale d'uranium. En face des pays d'extraction d'uranium se trouvent les pays qui consomment le plus d'uranium et qui l'utilisent pour la production nucléaire avec à sa tête les États-Unis, la Chine, la France, la Russie et la Corée du Sud. Dans les deux cas, la France est très bien classée d'après l'agence Statista. D'après la France, le Niger fournit 17% de sa consommation d'uranium. Cependant, pour le journal Ouest France, l'État français a renoncé à toute transparence sur ses approvisionnements en uranium depuis une dizaine d'années, comme l'aurait dit David Boyer, agrégé de physique, docteur en physique nucléaire et président de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, ACRO. La France aurait cependant diffusé des chiffres le 16 juin 2023, au sein du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. On y aurait lu que le Niger a représenté 35% des importations françaises d'uranium concentré en 2020 et 34% en 2021. Soit le premier rang en 2020 et le deuxième en 2021 derrière le Kazakhstan. Avant de boucler notre capsule du jour, regardons ensemble le processus d'extraction de l'uranium qu'on appelle le gâteau jaune ou yellow cake, puis le processus de production d'électricité dans une centrale nucléaire. Mais comment fonctionne exactement une centrale nucléaire ? Une centrale nucléaire fonctionne un peu comme une centrale thermique classique. L'eau est transformée en vapeur, qui entraîne une turbine et fait ainsi fonctionner un alternateur. Cet alternateur convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Seule la chaleur qui transforme l'eau en vapeur est produite par la fission nucléaire et non par la combustion de charbon, de gaz naturel ou de biomasse. Les centrales nucléaires de Doel et Tihange utilisent de l'oxyde d'uranium fissile. L'oxyde d'uranium est comprimé en pastilles de combustible et placé dans des crayons de combustible scellés. Plusieurs crayons forment à leur tour des éléments combustibles qui sont immergés dans une cuve de réacteur en acier de 20 cm d'épaisseur sous l'eau. La cuve du réacteur est ensuite fermée hermétiquement. Le fractionnement de l'uranium peut maintenant commencer. Cela se fait en les bombardant de neutrons. 2 ou 3 neutrons sont libérés à chaque fission. Celles-ci provoquent à leur tour de nouvelles divisions et vont ainsi créer une réaction en chaîne. Dans un réacteur nucléaire, il est important que cette réaction en chaîne se déroule de manière contrôlée. Après chaque fission, un seul neutron libéré peut provoquer une nouvelle fission. L'acide borique dans l'eau de la cuve du réacteur et les barres de contrôle ABC absorbent l'excès de neutrons. La chute de toutes les barres de contrôle simultanément arrête la réaction en 1,3 secondes. Une centrale nucléaire avec un réacteur à eau sous pression, comme à Doel et Tihange, dispose de 3 circuits d'eau complètement séparés. Un circuit primaire, un circuit secondaire, un circuit tertiaire. Dans le circuit primaire, la chaleur dégagée lors de la fission des noyaux d'uranium chauffe l'eau du réacteur à une température de 320 degrés Celsius. Le régulateur de pression maintient tout sous haute pression, de sorte que l'eau ne bout pas ou ne forme pas de vapeur, d'où le nom de réacteur à eau pressurisé. L'eau chaude est ensuite envoyée via le circuit primaire vers un échangeur de chaleur, appelé générateur de vapeur. Il s'agit d'un réservoir cylindrique avec des milliers de tuyaux en forme de U inversée. L'eau s'écoule à travers ces tuyaux et envoie sa chaleur vers l'eau du circuit secondaire, qui s'écoule le long de l'extérieur des tuyaux. Cela chauffe et se transforme en vapeur. La vapeur provenant des générateurs de vapeur actionne une ou plusieurs turbines à vapeur. Il s'agit d'une série de pales montées sur un axe.
En raison de la grande pression de la vapeur, l'axe tourne très rapidement. La turbine entraîne alors un alternateur qui produit finalement de l'électricité. Un peu comme la dynamo d'un vélo, les transformateurs augmentent la tension à la sortie de l'alternateur pour fournir l'électricité aux utilisateurs avec le moins de pertes possible. Pour se refroidir à nouveau, la vapeur provenant des turbines passe à travers un condenseur. L'eau de refroidissement du circuit tertiaire s'écoule à travers les tubes du condenseur. À Doul, cette eau de refroidissement provient de l'Escaut et à Tihange, de la Meuse. La vapeur du circuit secondaire se condense ainsi en eau et est renvoyée au générateur de vapeur qui va à nouveau créer la vapeur. L'eau de refroidissement chauffée est à son tour acheminée vers la tour de refroidissement. Là, elle se refroidit au contact d'un courant d'air ascendant. C'est l'effet de cheminée naturelle pour ainsi dire. La majeure partie de cette eau est collectée dans un bassin au bas de la tour de refroidissement, puis renvoyée au condenseur. La quasi-totalité de l'eau est ensuite rejetée dans l'Escaut ou la Meuse. Seule une petite partie quitte la tour de refroidissement sous forme de vapeur d'eau.